L'art du boycott de longue durée. Dit par Vincent Planchon pour audiocité.net. À l'attention des étudiants, des étudiantes, des lycées et des universités, et de tous ceux et de toutes celles qui entendent cette lettre. Ô jeunesse, votre bravoure nous manque. Jeunesse, étudiants, sève de notre avenir, cette bravoure à vous aussi vous manque. Vous avez voté, manifesté, hurlé pour faire entendre vos voix et rien n'a changé. Et vous avez remis la puissance de vos voix à ceux qui gardent férocement le pouvoir. Et avec vos voix éteintes, la tyrannie demeure et vous a endormis. Vous avez capitulé trop vite. Vous avez fait la grève pour que le monde politique entende la crise où vous viviez. Mais ce monde ne peut plus rien. Car bien entendu, il ne s'agit pas d'une crise politique. Il est d'ailleurs curieux que l'on s'y attarde tant, et grave. Car la pensée politique n'est qu'un lieu, comme tant d'autres, d'une crise plus vaste que ce que nous voulons bien nous avouer. L'autorité politique est au lieu de son impasse, et personne ne laisse passer l'aveu de l'incapacité de nature qu'a la pensée politique de pouvoir répondre à l'envergure du changement demandé. Manifester comme vous le faites souvent, c'est parler à des sourds et discuter avec du vent. Et il ne s'agit plus de discuter lorsque la maison brûle. Quel étonnement de ne pas entendre chez les hommes d'État un appel au secours et un aveu d'impuissance. La fonction de l'État oblige-t-elle à garder bonne figure, quand tous les signes montrent et démontrent que la réponse n'est plus dans le pouvoir? Mais c'est à eux pourtant que vous vous adressez. Et là où la politique paraît bien borgne, c'est de ne pas vouloir s'apercevoir que c'est une crise de tous les pouvoirs. Par exemple, comment ne pas s'étonner que ceux qui sont censés étudier les lois mathématiques à l'œuvre dans toutes les structures du vivant, les scientifiques, n'œuvrent pas de concert et au grand jour avec les hommes d'État pour voir quelle est la cause du dérèglement, puisque c'est ce qu'ils font de toute manière. Or ils le font dans leurs chapelles respectives, car il s'agit bien d'une guerre de pouvoir entre les différentes loges de la connaissance et de l'action. Cela saute aux yeux. Et vous, étudiants, vous occupez une de ces loges. Vous avez du pouvoir, mais vous ne l'utilisez que peu, trop peu, et la maison continue de brûler. Comment se fait-il que nous soyons assaillis par la parole du pouvoir politique, par l'intermédiaire de tous les médias, alors qu'elle est de force en pleine position de faiblesse et d'incapacité de connaître et d'agir? Elle est, avec nous tous, dans l'impasse, pour tout simplement vivre. Car nous ne vivons pas, la jeunesse ne vit pas, elle, cette flamme qui s'éteint dès que le vent creux du politique lui donne quelques sucettes et des projets pour travailler en toute sécurité, soi-disant. Le domaine d'action de la politique ne serait-il qu'un pantin, une devanture très extérieure pour cacher un pouvoir économique qui gouverne de manière internationale et qui, derrière le prétexte de la question de l'emploi, fait pression sur tous les individus? La consommation devient ainsi le pouvoir d'achat des esclaves qui se croient libres parce qu'ils ont la possibilité de choisir entre le noir et le gris d'une vie terne et programmée d'avance par les projets économico-politico-militaires du pouvoir lui-même. Car il s'agit bien d'une entreprise d'aveuglement et de pression mentale qui œuvre à travers toutes les sphères de la pensée, et la politique n'est qu'un pantin parmi d'autres. Le problème du travail est un leurre, le dernier rempart avant l'aveu d'incapacité de la pensée politique à connaître le fondement du réel et son action parmi les hommes. Le vrai travail, c'est l'acte, partout et tout le temps, disait mon grand-père. Car il s'agit bien de vouloir contrôler l'esprit de tous, par n'importe quel moyen, à travers sa pensée.
De ce fait, il y a bien une magie noire à l'œuvre, pour faire pression sur les instincts les plus bas de l'homme, la consommation, la peur et le désir, afin qu'il ne voie pas de quoi il est question et qu'il ne se retourne pas sur lui-même. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette magie fonctionne, car beaucoup ne souffrent même plus de cette vie qui n'en est pas une. Ni joie, ni souffrance, la vie des robots en corps d'humain est en marche vers le néant. Et ça marche. Les jeunes maintenant manifestent pour travailler dans ce monde, pour aller mourir toujours un peu plus chaque jour. Le fait est que la souffrance individuelle et collective est de plus en plus intenable, quoi qu'il en soit, et que travailler dans de telles conditions, c'est clairement et simplement de l'esclavage généralisé en système, bienveillamment vu comme étant de la sécurité. Mais ce n'est pas pour cela qu'il y a eu et qu'il y aura des manifestations. Et la maison continue de brûler. Le pouvoir a-t-il peur de perdre son pouvoir de contrôle? Car l'enjeu est de taille. L'humain a peur. Il ne veut pas mourir. C'est légitime. Mais sa peur engendre un comportement destructeur qui prend la planète et son évolution possible en otage. Le véritable terrorisme, c'est la peur. Inoculée, sans cesse, colportée, standardisée, et le prétexte sécuritaire de protection contre le terrorisme est, nous l'avons tous bien compris, un prétexte de terreur pour forcer n'importe quel individu à se plier à la loi du plus fort. Terreur, travail, la loi du contrôle sur le vivant, sur la jeunesse, sur vous-même, moi, tous. Contrôle, contrôle, quand est-ce que tu lâcheras contrôle? Nous ne pouvons plus vivre tout simplement, et la jeunesse manifeste simplement pour travailler dignement. La jeunesse, cette ardeur, a capitulé devant le non-dit des institutions, tenues par cette peur générique du changement. Comment se fait-il que la vigueur d'un peuple, sa jeunesse et ses artistes soient si peu à l'œuvre dans la prise de parole décisive et radicale? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage de mouvements de masse sans appel et sans compromis? Comment se fait-il que les manifestations de tout type ne demandent qu'une augmentation de salaire, des droits supplémentaires quant à l'assurance sociale, des heures de travail en moins? Est-ce vraiment cela que nous demandons à la vie à travers les institutions? L'ignorance est partout à l'œuvre, mais ne sommes-nous donc que cela? Une chair ignorante, en proie au désir et à la peur de la mort? C'est ce que veut nous faire croire le réductionnisme de la pensée économique de marché, la mort même, qui est en nous tous, et qu'il s'agit de voir par l'intermédiaire des phénomènes afin de la dénoncer et de voir que nous sommes aussi autre chose. Non. La crise sociale est un épiphénomène d'une crise bien plus profonde, et les institutions du savoir sentent bien qu'ils n'ont plus les rênes et ne connaissent pas la direction, seulement la peur en eux tient et ne veut pas lâcher, et nous les laissons continuer à saccager notre maison. Alors ce ne sont plus les étudiants qui arrachent les chaînes de l'esclavage ordinaire, ce sont les cris de nos banlieues. Le feu est venu d'ailleurs, mais c'est un feu de paille, et votre feu peut plus, bien plus. Vous êtes tellement nombreux à n'en plus pouvoir. Nous tous sommes invités à admettre ce fait. La pensée sur le réel ne résout rien, et à l'échelle planétaire révèle la grandeur de sa dangerosité. La nation qui vit naître le cartésianisme doit admettre que la raison fut une aide et qu'elle est aujourd'hui l'obstacle. La raison, socle de vos études. Tout le monde pressent cela, puisque c'est un changement de paradigme et que c'est l'espèce humaine qui est concernée. Mais les enjeux demandent un tel retournement que seul l'individu dans une crise profonde et devant l'aveu de son incapacité à faire face dans sa propre vie aux questions les plus intimes peut et doit se sentir troublé, être touché. Ce serait un commencement, un individu, et un autre, et un autre. Cela fait une légion colossale. Où est-elle? N'êtes-vous penché que sur votre avenir de travailleur du monde, votre métier, votre choix? Vos études seraient-elles devenues des partis opposés les uns aux autres afin qu'une légion d'êtres humains en appel d'autre chose ne puisse avoir lieu?
Vos études seraient-elles devenues des petits bureaux séparés les uns des autres pour que vous ne vous rassembliez pas au nom d'un seul et même cri d'urgence? Cette vie est la nôtre, la même pour tous, en marche, sur le même sol, sous le même soleil. Vous avez le pouvoir de changer. Vos voix sont des tonnerres lorsqu'elles s'unissent. Il s'agit de voir ce qui est. Et la jeunesse sont les yeux de notre présent, les yeux de ce que nous serons. Vous êtes cela, ô tendre et puissante jeunesse, mais on ne vous entend pas assez. Notre aveuglement à tous est de continuer à espérer que les hommes pourront faire quelque chose. Que cela soit possible ou non n'est pas la question actuelle et urgente. Il s'agit de cesser tout, de tout cesser. Faut-il rappeler que les parlements, les États ou les sciences physiques ne serviront à rien ni à personne lorsque l'air de la planète ne pourra plus nous faire respirer? Manifester pour le travail quand nous ne pouvons plus respirer. Est-ce le bon sens de la raison ou de la bêtise? Les manifestations sont devenues un bonbon au chocolat pour nous faire avaler la pilule, mais ça ne marche pas. C'est tout, mais pourquoi faire et après? Laisser respirer la crise dans son impasse et que notre vulnérabilité face à l'échec de nos projets laisse œuvrer autre chose. Une autre possibilité en action dans l'espèce humaine, la force d'évolution qui agit et qui impose un arrêt, loin de la pensée séparatrice, la force du silence. La planète entière vit une gestation, semble-t-il, et la phase est au repos. La peur de notre vide à ce moment-là est le premier signe indicateur, mais il faut plonger, pas de choix possible. Vous rendez-vous compte que des milliers comme vous, voire des millions, s'ils se mettaient à boycotter le marché de la mort, avec ses supermarchés, ses heures de travail et d'études, ses programmes TV, enfin toute la société du spectacle, cela peut être considérable, considérable. Pour être considéré, entendu, il ne faut pas sortir, ou pas tout le temps, il faut ne plus rien faire. Plus rien. Le simple fait de constater qu'il y a un mécanisme de la pensée qui ne sait pas s'arrêter, que cela soit individuel ou collectif, et que la situation est catastrophique, doit nous alerter sur le fait qu'il faut s'arrêter. Faire, mais toujours mal faire. Qui nous dit que c'est impossible de tout cesser? Stop. Oui, il faut arrêter de croire que le travail nous donnera une sécurité. Nous avons l'évidente preuve que ce n'est pas le cas. Là encore, le prétexte sécuritaire de l'emploi est un leurre pour faire pression sur le subconscient collectif et la peur de la solitude. La politique ne nous donnera pas la sécurité. Une sécurité de surface sait, au fond, qu'elle ne peut rien contre le fait de l'impermanence de toute chose. Rien ne nous donne l'assurance et la certitude que notre identité ne disparaîtra pas. Identité de métier, d'époux, d'épouse, de médecin, de gouvernant, tout ça disparaîtra. Alors que cherchons-nous? Jeune flamme, ne cherchons-nous pas ardemment la liberté? Organisez-vous, tous les moyens sont à votre disposition pour créer l'événement considérable et sans compromis. Et vous vous ouvrirez aux inconnus qui seront comme vous, et solidaires, et vaillants. Beaucoup ont déjà osé, mais pas assez. La jeunesse doit oser, elle seule le peut. Elle est la vaillance et la flamme d'un peuple. Nous attendons votre voix, votre feu, cette bravoure qui manque à notre monde. Allez,